Le crissement des pneus sur la route animée d'eau chaude envoya des frissons dans l'air. Un bruit de collision retentissant éclata comme un coup de tonnerre. La Bentley noire avait percuté de plein fouet un tricycle jaune roulant à vive allure. Des éclats de verre volèrent dans tous les sens. De la fumée s'échappait du capot. Les gens criaient et s'éparpillaient. Les klaxons hurlaient. La poussière s'élevait. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'étrange se produisit. 3 hommes masqués, boitants, meurtris, sortirent en titubant de la Bentley. Ils n'étaient pas seuls. Ils traînaient un garçon, un adolescent. Sa chemise était déchirée, trempée de boue. Son jean était déchiré aux genoux. Son visage était contusionné, ses yeux fermés. Il semblait sans vie, comme une poupée de chiffon jetée au rebut. Pour la plupart des badauds qui s'étaient rassemblés, il ressemblait à un simple garçon des rues sans abri. Peut-être l'un de ceux qui mendiaient des pièces au feu rouge. Mais pas pour Amara. Elle se figea sur place, à quelques mètres de l'accident. Son uniforme de serveuse noir et blanc était trempé de sueur après une journée de travail. Son cœur battait la chamade. Quelque chose clochait. Le garçon ne fuyait pas les hommes masqués. Il était tiré, traîné. Personne d'autre ne bougea. La foule observait, terrifiée. Les murmures s'amplifiaient. Kidnappeurs, ritualistes, laissez-les partir avant qu'ils ne tirent. Mais Amara ne pouvait pas rester là à regarder. Ses parents lui avaient autrefois dit, « Si tu vois quelqu'un en danger et que tu détournes les yeux, tu ne vaux pas mieux que celui qui cause le mal. » Et même si la peur faisait trembler ses os, Amara hurla. « Arrêtez! Laissez-le tranquille !» cria-t-elle de toutes ses forces. Les hommes tressaillirent, surpris par sa voix. « À l'aide !» cria Amara. « Que quelqu'un m'aide !» La foule grossissait. Les téléphones sortaient, filmaient, murmuraient. La pression montait. L'un des hommes masqués cria « Laisse-le. On y va. » Ils lâchèrent le garçon comme une ordure, paniqués, et s'enfuirent dans une ruelle à proximité. Amara n'attendit pas. Elle se fraya un chemin à travers la foule, s'agenouilla près du garçon et le souleva doucement. Son visage était enflé, ses lèvres sèches, une légère coupure au-dessus du sourcil. Ses mains pendaient mollement. Il n'était pas seulement blessé. Il était à peine vivant. Elle toucha son poignet. Un pouls faible. Sans réfléchir davantage, Amara se leva et fit signe à un taxi. L'un d'eux s'arrêta, un taxi jaune cabossé. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Il est gravement blessé, supplia-t-elle le chauffeur. « Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda le chauffeur, inquiet. « Pas le temps. Emmenez-nous au Federal Medical Center, maintenant. » Elle ouvrit la portière arrière, et de toutes ses forces, souleva le garçon. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air, mais elle le porta dans le taxi. La foule ne fit que regarder, trop effrayée pour s'impliquer. Alors que le taxi filait, Amara ouvrit son sac. Il lui restait 3200 Naira, l'argent qu'elle avait gardé pour acheter de la nourriture pour le week-end. Elle donna tout au chauffeur. « Allez-y vite, » dit-elle, tenant la main du garçon. « S'il te plaît, ne meurs pas. S'il te plaît, ne meurs pas. » Le trajet sembla durer des heures, bien qu'il ne prît que 15 minutes. Lorsqu'ils atteignirent les portes de l'hôpital, Amara sauta du taxi, criant pour demander de l'aide. « Infirmière, docteur, quelqu'un, s'il vous plaît. Il est en train de mourir. » Le personnel médical se précipita avec un brancard. Ils placèrent le garçon dessus et le roulèrent à l'intérieur, appelant l'équipe d'urgence. Amara courut à leur côté, ne sachant ni son nom ni qui il était, mais priant pour qu'il vive. À l'hôpital, le garçon fut emmené en salle d'urgence. Les médecins travaillèrent rapidement, vérifiant son rythme cardiaque, ses poumons, sa tension artérielle. Puis un médecin, un homme grand et calme nommé Dr Maxwell, se tourna vers Amara. « Mademoiselle, il est en mauvais état. Nous devons l'opérer immédiatement. Connaissez-vous ses proches ?» Les mains d'Amara tremblaient. Elle ne le connaissait pas. Elle fouilla dans le jean déchiré du garçon, trouva un téléphone. L'écran était fissuré mais fonctionnait encore. Elle l'ouvrit. Pas de verrouillage par empreinte. Elle consulta l'historique des appels. Un numéro ressortait, « Papa ». Sans hésiter, elle appuya dessus. Le téléphone sonna.
Une fois, 2 fois. Puis quelqu'un répondit. Allô? La voix était grave, forte, confuse. S'il vous plaît, monsieur, dit Amara, je ne vous connais pas, mais j'ai trouvé votre fils. Il est dans un état critique. Nous sommes au Federal Medical Center. Il a besoin d'une opération maintenant. Il y eut un silence. Puis l'homme cria, passez le téléphone au médecin, maintenant. Amara tendit le téléphone à Dr Maxwell. Ici Dr Maxwell, dit-il calmement. Oui, nous allons commencer. Oui, monsieur. Je ferai tout mon possible. D'accord. Il raccrocha. Préparez le bloc opératoire. On y va maintenant, cria Dr Maxwell alors que les infirmières emmenaient le garçon en chirurgie. Amara resta seule dans le couloir, le cœur battant, les mains tremblantes, son uniforme taché de sang. Elle pouvait à peine respirer. Qui était ce garçon? Pourquoi ces hommes le voulaient-ils? Et qui était cet homme puissant à qui elle venait de parler? Quelques minutes plus tard, un SUV noir s'arrêta en trombe devant l'hôpital. Des hommes en costume noir sautèrent du véhicule, ouvrant la porte à un homme grand, à la peau sombre, vêtu d'un agbada blanc, les yeux rougis par la peur. C'était le chef Abina Hush, l'un des hommes les plus riches et puissants du Nigeria. Il entra en trombe dans l'hôpital, demandant son fils. Lorsqu'il vit Amara, toujours debout, encore secouée, il s'approcha d'elle. « C'est vous qui m'avez appelé ?» demanda-t-il. Amara hocha lentement la tête. Il regarda son uniforme, ses yeux fatigués, ses mains tachées. « Où est mon fils ?» demanda-t-il. « Il l'opère, » murmura-t-elle. Le chef Abina se tourna vers le médecin qui sortait des portes du bloc opératoire. « Comment va-t-il » Le médecin hocha la tête fermement. « Nous faisons de notre mieux. » Puis Abina se tourna vers Amara, la voix basse, les yeux sérieux. Que s'est-il vraiment passé? Et alors qu'Amara commençait à raconter ce qu'elle avait vu, comment elle avait crié, comment tout le monde s'était enfui sauf elle, elle ne savait pas que ce moment, ce seul moment de courage, était le miracle qu'elle avait prié pour toute sa vie. Le chef Abina écouta en silence chaque mot d'Amara. Le bruit de l'hôpital s'estompait derrière les battements de son cœur. Son fils unique, Sam, était en chirurgie. Ses mains tremblaient légèrement, mais il serra les poings pour garder le contrôle. La voix d'Amara était ferme mais émue alors qu'elle racontait ce qui s'était passé. « Je les ai vus le traîner, » dit-elle. « Au début, je pensais qu'il était juste un garçon sans abri. Il semblait si faible, sale, mais ensuite j'ai vu comment les hommes le tiraient, et quelque chose en moi a hurlé. Quelque chose n'allait pas. » Les yeux d'Abina se plissèrent. Amara hésita. « Ils sont morts quand j'avais 16 ans. Un accident de voiture. Je n'avais personne pour s'occuper de moi, alors j'ai trouvé de petits boulots. J'ai essayé de finir l'école. Je survis, c'est tout. » Il fronça les sourcils. « Survivre. » Oui, dit-elle, les yeux légèrement humides. Mais j'ai toujours prié pour que ma vie change un jour. Que, peut-être, Dieu se souvienne de moi. Abina la regarda en silence. Amara continua, presque comme une confession. J'ai toujours voulu devenir pilote. C'était mon rêve depuis que je suis petite. Je dessinais des avions au dos de mes cahiers d'école. Mais après la mort de mes parents, j'ai abandonné ce rêve. La vie était dure. Il fallait manger. Il fallait vivre. La voix d'Abina était douce. Vous voulez toujours voler. Amara leva les yeux, brillants malgré les larmes. Oui, monsieur. Plus que tout. Le chef Abina ne répondit pas immédiatement. Puis il sortit une carte de visite de sa poche. Voici mon numéro direct. Désormais, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Pas d'intermédiaire, pas de barrière. Amara regarda la carte comme si c'était de l'or. Et une chose encore, dit-il. Vous rentrez avec nous ce soir. Ses yeux s'écarquillèrent. Monsieur. Vous avez sauvé mon fils unique. Vous n'êtes plus une étrangère pour moi. Vous êtes de la famille. Le lendemain matin, les journaux étaient déjà inondés de titres. Le fils d'un milliardaire sauvé après un kidnapping horrifiant. Une serveuse courageuse sauve un adolescent pris pour un sans-abri. Le chef Abina offre une chance à la fille qui a tout risqué.
À la résidence, Amara fut accueillie par le personnel du chef Abina. On lui donna une chambre, un bain chaud, des vêtements neufs. Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Sam était encore à l'hôpital, en convalescence, mais Abina lui rendait visite tous les jours, tout comme Amara. Dans ces moments calmes dans la chambre d'hôpital, Sam lui souriait, lui posait des questions. Il parlait de choses simples, musique, dessins animés, rêves. « Tu veux vraiment devenir pilote ?» demanda-t-il un jour. Amara hocha la tête. « Oui. »« Alors, tu le seras. Je te le promets. » Une semaine plus tard, Sam fut autorisé à sortir. Abina tint parole. Il appela son avocat, ses assistants personnels et son conseiller en éducation. Un tuteur privé fut engagé pour Amara. Les cours commencèrent immédiatement. Mathématiques, physique, anglais, tout ce dont elle avait besoin pour passer les examens d'entrée en aviation. Sam retourna à l'étranger pour poursuivre ses études en ingénierie aéronautique. Amara pleura lorsqu'il partit. Il sourit et lui dit « Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte, et quand je reviendrai, nous volerons tous les deux haut. » Elle regarda son avion décoller, la main sur le cœur. Ce n'était plus un rêve. C'était le début de quelque chose de réel. Le premier jour, Amara entra dans l'école de formation en aviation. Elle se figea devant la grille. Elle regarda les grands bâtiments blancs aux fenêtres de verre et un modèle d'avion argenté à l'entrée. Des étudiants en uniformes impeccables passaient, portant des manuels, discutant de physique et de simulation de vol. Amara se tenait là, dans une paire de ballerines noires, le cœur battant dans sa robe bleue soignée. Elle était la seule à venir d'un passé de laveuse d'assiettes. La seule à avoir autrefois mendié pour payer son transport. Elle baissa les yeux sur sa carte d'identité. Amara Chukwi, apprenante pilote, classe 1. Une larme coula de son œil. Pas de peur, mais d'incrédulité. Amara Chukwi, appela une voix calme derrière elle. Elle se retourna rapidement. C'était un instructeur, un homme mince en chemise blanche et cravate noire. « Bienvenue, dit-il. Suivez-moi. Votre orientation commence maintenant. » En passant la grille, elle murmura dans son souffle. « Dieu, merci. Merci. » À Londres, Sam se préparait pour ses examens de semestre en ingénierie aéronautique, mais son esprit était loin des livres. Il regardait sans cesse la photo sur son téléphone. C'était Amara en uniforme d'apprenante pilote, souriant timidement. Elle l'avait envoyé la veille. Son colocataire, Jadon, le remarqua. « Tu regardes cette fille toute la semaine », plaisanta Jadon. « C'est qui ? Ta petite amie ?» Sam rit. « Pas encore. » Jadon haussa un sourcil. « Alors, c'est qui ?» Les yeux de Sam s'adoucirent. « C'est la fille qui m'a sauvé la vie. » Jadon se redressa. « Attends, sérieux ?» Sam hocha lentement la tête. « Quand j'ai été kidnappé au Nigeria, le jour où ces types ont percuté un tricycle en essayant de s'enfuir, tout le monde avait peur. Personne ne s'est approché. Mais elle, si. Une serveuse. Elle m'a porté à l'hôpital, a utilisé ses derniers sous. » Les yeux de Jadon s'écarquillèrent. « Waouh! Elle ne savait même pas qui tu étais. Elle pensait que t'étais un sans-abri. » Jadon sourit. « Elle doit être vraiment courageuse. » « Elle est plus que ça, » dit Samedi. « Elle est différente. » Jadon se renversa en arrière. « T'es mordu, mec. » Sam se contenta de sourire. Les mois passèrent. Amara devint la meilleure de sa classe. Ses instructeurs étaient stupéfaits. Elle posait des questions, restait tard pour étudier, mémorisait chaque panneau de contrôle de vol, pratiquait des simulations d'atterrissage d'urgence et obtenait des notes parfaites en navigation. Mais en dehors de la classe, Amara restait humble. Elle priait avant chaque examen. Elle écrivait toujours dans son vieux carnet, celui avec un dessin d'avion au dos. Une nuit, après un examen de mi-parcours, elle reçut un appel. C'était le chef Abina. « Amara, » dit-il chaleureusement. « Sam m'a parlé de tes résultats. Je suis fière de toi. »« Merci, monsieur, » dit-elle, essayant de ne pas pleurer. « Je veux que tu continues. Rien ne doit t'arrêter. Tu m'entends ? » « Je promets, monsieur. »
Après l'appel, elle se tourna vers son miroir et murmura à son reflet. Un jour, je piloterai cet avion. Un jour. 2 ans plus tard, Sam rentra au pays. Il avait terminé son programme avec mention. Son projet final, la conception d'un propulseur de jet d'urgence léger, fut choisi comme l'une des meilleures innovations de l'histoire de l'école. Mais lorsqu'il atterrit à Lagos, il ne pensait pas aux récompenses. Il pensait à une personne, Amara. Il se rendit directement à la résidence. Le chef Abina l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, mais ses premiers mots furent « Elle est au centre d'aviation. Elle vole aujourd'hui. » Les yeux de Sam s'illuminèrent. « Tu veux dire ?» Abina hocha la tête. Son premier vol solo d'entraînement. Sur le terrain d'aviation, Amara se tenait près d'un petit avion Cessna blanc. Son cœur battait vite sous son uniforme. Son instructeur lui tendit un casque et hocha la tête. « Tu es prête, Amara ?» Elle grimpa dans le cockpit, prit une profonde inspiration, vérifia les instruments. « Tour, ici l'apprenante Chukui. Demande d'autorisation pour le décollage. » Sa voix était ferme. « Autorisation accordée. » « Piste 2, répondit-on. Le moteur rugit. L'avion avança sur la piste. De plus en plus vite. Puis, décollage. Les roues quittèrent le sol. Amara était dans les airs. Des larmes emplirent ses yeux. « Je vole », murmura-t-elle. « Je vole vraiment. » Depuis le pont d'observation, Sam regardait, les yeux écarquillés, le cœur rempli de joie. Le chef Abina se tenait à ses côtés. Elle est née pour ça. Sam sourit, sans quitter le ciel des yeux. Oui, elle l'est. Après le vol, Amara atterrit en douceur et descendit de l'avion. Ses instructeurs applaudirent. Les autres étudiants l'acclamèrent. Elle était trempée de sueur, mais rayonnait de joie. Puis elle le vit. Sam, debout dans un costume noir et une chemise bleue, lui souriant comme si elle venait de lui offrir la lune. Amara se figea. Puis elle courut dans ses bras. « Je suis si fière de toi, » dit-il, la serrant fort. « Tu es venue, » murmura-t-elle. « J'avais dit que je viendrais. » Ils s'écartèrent légèrement, mais ne se lâchèrent pas. « Je t'ai regardé, » dit-il doucement. « Tu as plané. » Amara rit. « J'ai presque oublié de respirer. » Sam fouilla dans sa poche, sortit une petite boîte en velours. Il s'agenouilla. Des exclamations retentirent. Même les instructeurs s'arrêtèrent. Amara porta la main à sa bouche. « Amara Chukui, tu m'as sauvé la vie. Tu as changé mon monde. Tu es mon miracle. Veux-tu m'épouser ?» Amara, tremblante, sans voix, laissa couler ses larmes. Puis elle hocha la tête, murmurant « Oui, oui, samedi. Oui. » Il se leva, glissa la bague en diamant à son doigt et embrassa son front. Tout le monde applaudit. Le chef Abina sourit de loin. Son fils avait trouvé plus qu'une aide. Il avait trouvé une partenaire de destin. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard. Ce fut le plus beau mariage que Lagos ait jamais vu. Des roses blanches, des drapés dorés, une salle remplie de dignitaires. La serveuse qui servait autrefois la nourriture marchait maintenant dans l'allée dans une robe de soie blanche, la main dans celle de Sam. Et 2 ans plus tard, ils accueillirent des jumeaux, un garçon et une fille, nommés d'après les parents décédés d'Amara, Ifi et Nugua. Le rêve qu'elle pensait mort n'avait été que retardé. Et le miracle qu'elle avait prié était arrivé le jour où elle avait choisi de tout risquer pour un garçon qui semblait n'avoir rien. Un soir, 2 mois après la naissance des jumeaux, Amara se tenait sur le balcon de leur nouvelle maison à Banana Island. Le soleil se couchait sur l'océan, projetant une lueur dorée sur l'eau. Les rires des bébés flottaient depuis la nurserie, où une nounou berçait le petit Ifi et Nugua. Sam sortit, enlaçant Amara par derrière. « Tu es silencieuse, » dit-il. « Tu es fatiguée. » Amara posa sa tête sur sa poitrine. « Non, je réfléchis juste. » Elle fit une pause. « Tu te demandes parfois pourquoi ces hommes t'ont kidnappé. » Sam resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Tous les jours. » Elle se tourna pour lui faire face. « Ton père a-t-il découvert qui ils étaient ou pourquoi ils l'ont fait ?» Le visage de Sam s'assombrit. Il a engagé les meilleurs enquêteurs.
Ils ont retracé les hommes jusqu'à un gang criminel, mais leur chef, Django, a disparu après l'accident. Tout semblait trop organisé. Amara hocha la tête. Je ne t'ai jamais dit ça, Sam, mais au moment où je les ai vus te traîner, j'ai senti que quelque chose n'allait pas juste de la peur. C'était comme s'ils voulaient te faire du mal pour une raison. Sam la regarda sérieusement. J'ai eu le même sentiment, que ce n'était pas juste pour une rançon. Il fouilla dans un tiroir à l'intérieur et sortit une enveloppe marron. Ça m'est arrivé il y a 2 jours d'un détective privé. Je ne l'ai pas encore montré à papa. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo granuleuse prise par une caméra de surveillance montrait le SUV noir utilisé pour le kidnapping, garé devant un grand domaine en périphérie de l'Eki. Amara pointa du doigt. À qui est cette maison? Sam hésita. C'est la maison de mon oncle Johnson. Ses yeux s'écarquillèrent. Le jeune frère de ton père. Il hocha la tête. Oui. Il a toujours été amer. Il pensait que papa aurait dû l'aider davantage au fil des ans. Amara murmura. Tu penses qu'il était derrière tout ça? Je ne veux pas le croire, dit Sam, la voix basse. Mais les preuves. Il brandit une seconde photo. Cette fois, Django entrant dans le domaine 2 jours avant le kidnapping. Les jambes d'Amara fléchirent. Elle s'assit lentement. Sam s'assit à côté d'elle. Il y a plus. Après l'accident, quand les hommes se sont enfuis, quelqu'un à l'hôpital a essayé d'accéder à ma chambre. La caméra de sécurité l'a filmé. Le même homme, Django. Quoi? S'exclama Amara. Il pense qu'il a été envoyé pour finir le travail, mais ta présence l'a fait fuir. Amara sentit des frissons parcourir son dos. Cette nuit-là, elle se souvenait qu'une infirmière était entrée en trombe, disant que quelqu'un avait essayé de forcer la sortie de secours. Elle n'y avait pas pensé jusqu'à maintenant. Sam, murmura-t-elle. Quelqu'un voulait ta mort. Il détourna le regard. Je sais. Ils restèrent silencieux. Puis Amara dit quelque chose qui fit monter une nouvelle vague de tension dans la pièce. Il faut que je voie ton père. L'étude du chef Abina était calme et sombre, éclairée seulement par une lampe de bureau dorée. Il leva les yeux lorsqu'Amara entra, son expression calme mais déterminée. Amara, dit-il avec un sourire doux. Tu n'avais pas besoin de frapper. J'avais besoin de vous parler en privé. Il ferma le dossier sur son bureau. Vas-y. Elle posa les photos sur la table. Les yeux d'Abina se plissèrent lorsqu'il les prit. Sa main se figea lorsqu'il vit la dernière. Johnson, murmura-t-il. Pensez-vous qu'il pourrait faire ça? Demanda doucement Amara. Abina soupira profondément, s'adossant à sa chaise. Johnson s'est toujours senti laissé pour compte. Quand j'ai lancé mon entreprise, je lui ai proposé de se joindre à moi, mais il a gaspillé l'argent que je lui ai donné et m'a reproché de ne pas l'avoir aidé à se relever. Il marqua une pause. Après qu'Amanda, ma femme, est morte dans un accident d'avion, Johnson n'est même pas venu à l'enterrement. C'était la dernière fois qu'on s'est parlé. Amara se pencha en avant. Il ne vous a jamais pardonné. La voix d'Abina se brisa légèrement. Mais essayez de tuer mon fils unique. Il se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. Je vais appeler le commissaire, dit-il. Ça doit être traité discrètement. Non, dit soudain Amara. Laissez-moi aller lui parler. Abina se tourna brusquement. Quoi? Laissez-moi lui parler. En tant qu'étrangère, il ne me verra pas venir. Il resta silencieux un instant. Puis il murmura, c'est dangereux. La voix d'Amara était ferme. J'ai déjà affronté le danger. Le lendemain, vêtu d'une blouse simple et d'un jean, Amara arriva au domaine de l'oncle Johnson, prétendant être une organisatrice d'événements cherchant un sponsor. Elle tenait une brochure professionnelle, fausse mais convaincante, et attendait à la grille. Le gardien appela à l'intérieur. À sa surprise, Johnson accepta de la voir. À l'intérieur, la maison était somptueuse mais froide. Johnson était assis dans une robe bordeaux, sirotant du thé, parcourant sa fausse proposition. « Jeune fille, dit-il lentement. Vous me semblez familière. » Le cœur d'Amara s'accéléra. Elle sourit doucement.
Peut-être m'avez-vous vu dans les journaux. J'étais la fille qui a sauvé le fils du chef Abina. La tasse de Johnson s'immobilisa à mi-chemin. Amara se pencha en avant. Ou peut-être m'avez-vous vu à l'hôpital. Le jour où quelqu'un a essayé de s'introduire. Ses yeux s'assombrirent. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il calmement. Oh, je pense que si, répondit Amara. Voyez-vous, je ne suis pas ici pour un sponsoring. Je suis ici pour des réponses. Johnson posa lentement sa tasse. Vous êtes très audacieuse. Il le fallait, dit-elle, son ton calme mais fort. Cette nuit-là, j'ai ramassé Sam sur le sol parce que je croyais qu'il comptait. Je ne savais pas qu'il était le fils d'un milliardaire, mais je savais qu'il était le fils de quelqu'un. Elle se leva, sortit un petit appareil d'enregistrement de son sac et le posa sur la table. Et maintenant, je sais que vous avez participé à essayer de l'enlever pour toujours. Johnson rit doucement. Vous pensez que quelqu'un vous croira? Ils le feront, dit-elle. Votre voix suffit. C'est déjà en train d'enregistrer, et en ce moment, des officiers attendent dehors ce domaine. Des sirènes hurlèrent au loin. Johnson se leva d'un bond. Vous m'avez piégé. Non, dit fermement Amara. Vous vous êtes piégé vous-même. La porte s'ouvrit brusquement. 2 officiers entrèrent, suivis par le chef Abina lui-même. Le visage de Johnson se tordit de honte, de rage et d'autre chose, la défaite. Abina le regarda avec tristesse. Tu étais mon frère. Tu m'as laissé tomber, cria Johnson. Tu m'as laissé pourrir pendant que tu nourrissais le monde. Et tu as essayé de tuer mon fils, répondit Abina calmement. Ce n'est pas juste une trahison. C'est un meurtre. Johnson fut menotté. Alors qu'on l'emmenait, il cracha par terre. Cette fille, cette serveuse, elle a tout gâché. Abina se tourna vers Amara. Non, dit-il doucement. Elle a tout sauvé. Et à cet instant, Amara sut qu'elle n'était pas seulement la fille qui avait risqué sa vie. Elle était celle qui avait sauvé une famille et découvert un secret mortel. 3 semaines après l'arrestation de Johnson, les vagues de sa trahison continuaient de secouer la famille Huche. Sam était assis sur un banc dans le jardin de la résidence, regardant la douce lumière du soleil rebondir sur les pétales des fleurs d'hibiscus. Amara s'approcha lentement, vêtue d'une robe blanche simple, tenant une flasque de thé. « Salut », dit-elle doucement. Amara murmura « Merci, papa ». Abina se recula, les yeux humides. « Redis ça. » Elle sourit. « Merci, papa. » Et à cet instant, un chapitre de leur vie se ferma, et un nouveau commença. 6 mois plus tard, l'aéroport bourdonnait d'activité. Les passagers tiraient leurs valises, les hôtesses de l'air marchaient rapidement, et des annonces résonnaient dans les halls. Vol 374 à destination de Port Harcourt, embarquement à la porte 6. Amara, maintenant dans un uniforme de pilote bleu marine impeccable, se tenait fièrement dans le cockpit, vérifiant les données de vol. Son badge brillait, capitaine à Chucuy. Le copilote, un homme plus âgé avec des années d'expérience, sourit en la regardant. Vous savez, peu de pilotes obtiennent cette route dès leur première année. Votre dossier est impeccable. Aucune erreur. Vous êtes discipliné. Merci, monsieur, répondit Amara avec confiance. Prête à voler. Elle hocha la tête. Plus que jamais. L'avion roula sur la piste. Amara posa sa main sur la manette des gaz, son cœur calme mais déterminé. Tour, ici le vol 374. Demande d'autorisation pour le décollage. Autorisation accordée. Bon vol, capitaine. Alors que l'avion filait sur la piste, s'élevant dans le ciel clair de Lagos, Amara sentit des larmes monter, non pas de peur, mais de victoire. Elle planait, et cette fois, pas seule. Au premier rang, le chef Abina souriait fièrement. À côté de lui, Sam, maintenant ingénieur aéronautique chez Herity, tenait la main de son père. Et sur les écrans derrière les sièges, un court documentaire jouait, de serveuse à pilote, l'histoire d'Amara Chucuy. Plus tard ce soir-là, la célébration à la résidence Huche fut simple mais chaleureuse. Le personnel applaudit lorsqu'Amara sortit de la voiture dans son uniforme de pilote.
Elle venait de terminer son premier vol complet. Ses jumeaux coururent vers elle, les bras tendus. « Maman a volé dans le ciel », cria Nugua, riant. Ify ajouta, « Comme Superman ». Amara rit, les prenant tous les deux dans ses bras. « Non, mes bébés. Comme Superwoman. » Ça m'a paru, l'enlaçant. « Je suis fière de toi. » Abina les rejoignit, applaudissant lentement. « Venez, tout le monde, le gâteau est prêt. » Au centre du jardin trônait un énorme gâteau blanc avec un glaçage en forme d'avion et les mots « À la fille qui a choisi le courage ». Des larmes montèrent aux yeux d'Amara. Elle s'avança pour couper le gâteau. Mais avant, elle se tourna vers tout le monde. « Je veux dire quelque chose. Le jardin se tut. Quand j'avais 16 ans, j'ai tout perdu. Mes parents, ma maison, mon chemin. J'étais juste une fille traversant la vie avec rien d'autre que de l'espoir. J'ai travaillé comme domestique, puis serveuse. Chaque jour, je servais des gens qui ne connaissaient pas mon nom. Mais je n'ai jamais cessé de prier.